Émission de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. 3 morts, c'est le bilan de l'incendie survenu au marché de Lupène causé par le mauvais circuit électrique dans la nuit du 25 août 2025. Et bientôt, la province du Sankourou sera dotée d'un aéroport moderne. 600 premières tonnes de cargaison de matériaux et engins de construction de cet ouvrage a été réceptionné par les directeurs provinciaux de l'APSC. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, encore une fois de plus, bonjour et bienvenue. Comme annoncé dans le sommaire, encore des morts au marché de Lupène. L'incendie causé par les mauvais circuits électriques serait à la base de ces drames. Au total, 3 personnes calcinées. L'événement s'est produit dans la nuit du dimanche au lundi 25 août 2025. Iverson Kabwaba. Des morts au marché de Lupène vers le rond-point Massiki. Ils sont victimes d'incendies ravageurs qui s'est déclaré ce lundi 25 août 2025. Les causes de ces feux ne sont pas encore connues, mais les témoins sur place évoquent les mauvais circuits électriques qui seraient à l'origine de la tragédie. On dénombre la mort d'une femme et 2 hommes calcinés par le feu. Des magasins entiers emportés par le feu, un événement qui laisse sans mots les propriétaires de ces boutiques. L'émotion visiblement au visage. Le cas qui faisait la boutique à partir de 2 heures. Donc on peut être mort de à partir de l'immeuble à Ce feu a commencé à l'immeuble Mutombodi Kembe depuis 2 heures du matin et nous attendons les autorités pour faire les enquêtes. 3 personnes ont perdu la vie. Les autorités sont appelées à renforcer la sécurité, la vigilance et le contrôle des installations électriques afin de pouvoir épargner la population de ces genres d'accidents à répétition à Lupène. À direction la province du Lualaba où une dizaine d'expatriés, en majorité des Chinois répartis en 3 groupes, ont été interpellés par la direction générale de migration de la province en irrégularité en séjour. Ils ont été renvoyés du pays par l'aéroport de Luano à Lubumbashi conformément à la loi. Reportage. La régularité de séjour, condition sine qua non pour vivre à l'étranger en toute quiétude. Il en est de même pour les expatriés vivant en République démocratique du Congo en général et dans la province du Lualaba en particulier. À cet effet, la Direction générale de migration province du Lualaba a interpellé 3 groupes de Chinois en situation irrégulière et une Vietnamienne présentée ici par le chef de division de la police des frontières, Honoré Moutamba, le vendredi 22 août 2025 à Kolwezi. Les sujets chinois qui ont été interpellés au niveau de Kakanda, dans la concession de Boss Mining. Nous avons un 2e groupe qui a été interpellé au niveau de Thomas Mining. Le 3e groupe a été interpellé dans un chantier en situation irrégulière. Il y a aussi une Vietnamienne qui a été interpellée au niveau du péage de l'Olaba. Selon la loi, ils sont passibles de renvoi dans leur pays et c'est ce qui sera effectivement fait. Le directeur provincial d'EGEM Lualaba, Bassiala Aoumba Emmanuel, a ainsi saisi cette opportunité pour sensibiliser sur le séjour régulier ainsi que les conditions irrélatives. L'EGEM accorde tout type de visa, même pour les étudiants. Et nous mènerons prochainement des opérations avec les institutions publiques de l'État pour recenser aussi les expatriés qui sont étudiants ou élèves et leur dissuader à pouvoir se mettre en ordre dans un pays étranger. Le séjour reste le préalable. Quel que soit l'investissement, c'est le même cas que nous aussi Congolais, nous vivons dans les autres pays. Lorsque nous sommes en situation d'irrégularité, nous sommes mis dehors. Ils sont dans leur droit de protéger les lois de leur pays. Et il en est de même pour nous aussi. Au lendemain de leur présentation, ils ont été acheminés à Lubumbashi où un avion les attendait à l'aéroport international de la Luano pour les emmener dans leurs pays respectifs. La DGM Lualaba tient ainsi à respecter son cahier de charges conformément à la loi tout en rassurant les étrangers en situation régulière d'avoir un bon séjour dans le Lualaba.
La police nationale congolaise a tenu hier lundi sa parade hebdomadaire au cours de laquelle le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej a rappelé aux troupes leur mission régalienne et annonce des mesures strictes pour améliorer la discipline et la performance opérationnelle au sein des unités de la garnison de Kisangani. Reportage Pascal Kazadi. Dans la cour du commissariat provincial, toutes les unités nationales congolaises étaient alignées. Devant elles, le numéro 1 de la PNC Tchopo, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej, a d'abord exprimé sa gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en sa personne. Il a ensuite transmis les félicitations du commissaire général Alonga Boni aux troupes pour les efforts déployés dans la lutte contre la criminalité, tout en saluant l'appui du gouverneur de province, Paul Ndongoli Aleba-Bonga, à la sécurité des citoyens. Elvis Palanga Nawej a exhorté ses troupes à plus de rigueur et de discipline dans l'exécution des missions régaliennes. Il est grand temps, il faut dénoncer. Le commissaire divisionnaire a particulièrement félicité la police de circulation routière pour les résultats enregistrés après le récent recyclage. Cette dynamique, a-t-il dit, sera étendue à d'autres unités de la PNC Tchopo. Enfin, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej a annoncé une série de mesures strictes. Tous les véhicules de la police devront être peints en bleu dans un délai d'une semaine. Aucun commandant ne peut conduire lui-même un véhicule de service. Chaque engin ayant un chauffeur attitré, un carnet de bord a été remis à chaque chauffeur. Enfin, interdiction formelle de conduire en état d'ébriété. Des réformes qui visent, selon Elvis Palanga Nawej, à rendre la police plus professionnelle, plus proche de la population et plus efficace dans la sécurisation de la province de la Tchopo. Nous l'avions dit en titre, le directeur provincial de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration APCSC a réceptionné le première tonne de cargaison de matériaux et engins de construction de l'aéroport de Lodja, ainsi que des viabilisations de Lumumba-Ville dans le Sankourou, deux projets phares du programme sino-congolais dans son volet infrastructure. Gaëta Magalano. Parti du port de Maman Bahati situé à Kingabwe après 3 semaines de navigation sur le fleuve Congo, le rivière Kassai au niveau Kwamuntu dans le Kwilu et Sankourou jusqu'au port de Benadibele, le 600 premières tonnes de la cargaison de matériel et engins de construction de l'aéroport de Lodja, ainsi que de viabilisation de Lumumba-Ville dans le Sankourou ont été réceptionnées. 6 autres rotations sont attendues afin d'atteindre le 10 prévu pour amener toute la cargaison en partant de Benadibele, située à 150 km de Lodja sur une route dont l'impraticabilité s'apparente au chemin de la Croix ou tout simplement à un parcours de combattants. Une livraison qui vient vous confirmer notre volonté de construire cet aéroport. Nous demandons tout simplement la patience. Nous, à la 5e livraison, nous allons déclencher. Ça, c'est une promesse de ma part. Nous remercions ici le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. La construction et la matérialisation de l'aéroport de Lodja ainsi que la viabilisation de Lumumba-Ville sont les 2 projets phares du programme sino-congolais dans son volet infrastructure piloté par l'APCLC qui dirige Maître Freddy Yodichembo. Cap sur la province du Kasaï central, c'est sur note de parfaite satisfaction que le gouverneur de province a parcouru de bout en bout les réalisations sur les tronçons Kalamba-Mbouji. Une attention retenue sur les travaux d'érection d'un nouveau pont sur la rivière Lueta. Reportage. De fil en aiguille, le projet de modernisation de la route Kalamba-Mbouji avance sans désemparer. De nouveaux progrès y enregistrés ont été évalués le week-end dernier par le gouverneur Joseph Moïse Kambouloum Konko. Le numéro 1 du Kasaï central, accompagné des délégués de l'Agence congolaise des grands travaux à CGT, maître d'ouvrage délégué de ces projets et de la mission de contrôle BK, a parcouru de bout en bout cette route d'intégration régionale établie sur le linéaire de 230 km. Durant le parcours, Joseph Moïse Kambouloum s'imprègne de tout
du fonctionnement en plein régime d'anciens ateliers et de la mise en service de nouvelles machines de concassage installées pour accroître la production des concassés a ainsi accéléré les grands travaux de modernisation qui ont pris une vitesse de croisière. Des sites prévus pour recevoir des ouvrages essentiels comme des centres commerciaux n'ont pas échappé à l'attention de l'autorité provinciale qui s'est également enquérie de premiers travaux d'érection d'un nouveau pont sur la rivière Lueta par l'office de route. Sur le pont bascule de la rivière Kassai, point kilométrique final du projet, Joseph Moïse Kamboulou livre ses constats et observations. Le grand constat, c'est que le travail est fait, effectivement, jusqu'au niveau de PK 170. Où la praticabilité est totale. Mais du PK 170 à 230, il y a encore des petits soucis. Il faut qu'on active les entreprises qui sont commises à cette tâche pour qu'elles doublent d'efforts, comme le chef de l'État a veillé à le dire, Kalamba Mbouji. C'est ça notre préoccupation majeure, que j'ai constaté que les travaux sont bien exécutés et que le rythme avec lequel les entreprises travaillent me paraît normal, donc je ne peux qu'être totalement satisfait. Le bus de la société Transco, qui atteint désormais Kalamambouji avec les passagers de Kananga, témoigne de ses efforts de praticité à des proportions considérables par l'autorité provinciale. De son côté, le gouverneur de Lomami a multiplié les descentes sur terrain, d'abord sur la route nationale numéro 2, tronçon Kabinda-Mbanga, ensuite cap sur l'avenue Loudimbi à Kabinda pour inspecter les travaux de lutte anti-érosive sur le site SNEL. Les détails dans ce reportage. Le week-end dernier, le gouverneur de la province de Lomami, maître Iron Van Kalombo Moussoko, a entamé une visite d'inspection sur les chantiers de la route nationale numéro 2, tronçon Kato-Kambanga, un projet stratégique financé par la Banque mondiale. Selon les explications fournies par Krakwasi Jean-Claude, ingénieur routier et chef de l'OD du projet, les bases vies sont réalisées à plus de 95%, tandis que les travaux préparatoires couvrent déjà 16 km. C'est qu'actuellement, en phase de débroussaillage, nous sommes à 16 km de débroussaillage. Et en termes de terrassement, nous avons fait un terrassement sur 10 km. Et actuellement, nous attendons la suite après l'indexation pour commencer les travaux de chaussée. Toutefois, des difficultés persistent, notamment la libération tardive de l'emprise due à l'indemnisation des habitants installés dans la zone concernée. Cette situation a retenu toute l'attention du gouverneur. Quand même, ça fait le fait que l'entreprise d'exécution, elle s'empresse d'exécuter les travaux, mais il y a les soucis par rapport à la lenteur qui s'observe, qui ne leur est pas imputable. Nous avons compris que c'est l'indemnisation des occupants à bord de la route. Nous allons devoir entreprendre des contacts avec le représentant de la langue mondiale. Ils sont à Kinshasa pour leur demander d'accélérer le processus parce que le délai imparti à l'entreprise pour l'exécution de travaux est contraignant. Le dimanche 24 août, maître Huron Van Kalombo Moussoko s'est ensuite rendu sur l'avenue Loudimbi, dans la ville de Kabinda, pour inspecter les travaux d'élite anti-érosive sur déjà une partie de la ville, financée par le moyen propre du gouvernement provincial et exécutée par l'OVD, Lomami. Ces travaux connaissent une progression par le gouverneur de province qui voit dans ces chantiers en participation à l'espoir. Bonne nouvelle pour la population congolaise. Le gouvernement de la République vient de doter la firme Transco de 30 nouveaux bus pimpants neufs, fruit du partenariat entre l'État congolais et la société Suprême Auto.
Pour plusieurs organisations professionnelles issues des différents pays du continent, dont le Cameroun. Elle concentre ses efforts sur les questions de santé maternelle et infantile. L'association organise régulièrement des conférences scientifiques et divers événements afin de renforcer la compétence de sages-femmes et d'améliorer la qualité des soins dans la région. Dirigée par Madame Annie Achoumi du Cameroun, la séance a été enrichie par l'intervention de Laurence Monteiro, conseillère aux affaires juridiques, a apporté des éclaircissements. Le combat aujourd'hui en Afrique francophone, c'est la réduction du taux de mortalité maternelle néonatale et infantile qui est très élevé. Pour réussir ça, s'il n'y a pas d'union, il doit y avoir 3 structures qui gèrent la profession sage-femme selon la Confédération internationale des sages-femmes. C'est d'abord l'Ordre des sages-femmes, ensuite il y a l'Association des sages-femmes du Bénin qui a toujours affilié à la Confédération internationale des sages-femmes et à la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone. Et enfin, le syndicat défend, le syndicat veille à ce que les droits humains soient respectés. Signalons que cette association de sages-femmes réunit beaucoup de pays d'Afrique et surtout l'Afrique francophone. Une délégation de l'INS vient d'organiser un séminaire qui a regroupé les spécialistes des secteurs de la santé et de l'éducation pour la dissémination des résultats de l'enquête démographique de santé 2023-2024. Les données statistiques, on ne dira jamais assez, sont d'une importance on ne peut plus capitale pour la planification et le développement d'un pays. Cela ressort d'un atelier organisé à Guiména dans le Subangui du 13 au 14 août 2025 dans la salle de réunion de l'hôtel Épervier par une délégation de l'Institut national des statistiques, INES en sigle, conduite par le professeur Jean Bombele Bakamba, assistant technique du directeur général. Cet atelier qui a regroupé les spécialistes des secteurs de la santé et de l'éducation ainsi que ceux des divisions provinciales du plan et des affaires sociales avait pour toile de fond la dissémination des résultats de la 3e édition de l'enquête démographique et de santé 2023-2024 en sigle EDS-RDC, réalisé dans le Subangui grâce à l'appui technique et financier de l'INES. L'autorité provinciale y était représentée par le ministre provincial du Plan, Monsieur Moïse Boumbé, qui a présidé les cérémonies d'ouverture et de clôture de ces assises qui se sont articulées autour de 2 exposés animés tour à tour par les experts de l'INES venus de Kinshasa avant de constituer les groupes de travail qui devaient par la suite faire la restitution et assister à un jeu de questions-réponses. Dans son mot de clôture, le ministre provincial a remercié l'INES pour avoir organisé ce cadre d'échange et élaboré cet outil statistique qui servira le gouvernement provincial avec ses indicateurs dont les plaidoyers auprès des investisseurs. Il n'a pas manqué de féliciter les participants pour le travail titanesque abattu durant ces 2 jours. Au sortir de l'atelier, l'un des experts de l'INES, le directeur Marcel Ndima, s'est confié à la presse pour faire l'économie de ce dont il était question. Notre pays a besoin de données statistiques pour la planification. L'enquête qui nous concerne ici, l'enquête démographique et de santé, nous avons parcouru tout le territoire national pour mener les interviews dans les ménages. Nous avons publié les résultats. Et souvent, les résultats que nous publions, lorsqu'on ne fait pas la dissémination, les gens qui prennent la publication, ils les gardent dans leur bureau, ils ne les lisent pas. Surtout quand ils voient le volume, ils trouvent que c'est quelque chose de plus savant, ils ne lisent pas. C'est pourquoi nous avons été obligés de venir dans chaque province pour donner la situation de chaque province pour que les responsables de la province puissent utiliser ces données pour la planification. Ils ont des plans de développement au niveau des provinces, ils utilisent ces données qui sont récentes et qui sont acceptées par tout le monde. La Fédération des associations et clubs pour l'UNESCO s'active autour de la feuille de route jeunesse 2025-2030 à Kinshasa. Son président Benoît Ilunga a échangé avec la conseillère de la ministre de la Jeunesse Elisabeth Maindombe. Objectif, vulgariser les documents stratégiques auprès des clubs UNESCO et impliquer davantage le jeune dans sa mise en œuvre. Keren Kankolongo, Jean Ilunga ont signé ce reportage.
La Fédération des associations et clubs pour l'UNESCO, conduite par son président Benoît Ilunga Chipama, poursuit son engagement pour l'accompagnement de la politique nationale en faveur de la jeunesse en République démocratique du Congo. Le président de la FACU a rencontré ce lundi 25 août 2025 Madame Elisabeth Maindombe, conseillère de la ministre de la Jeunesse, dans le cadre d'un échange axé sur la vulgarisation de la feuille de route jeunesse 2025-2030. Nous sommes très satisfaits de la réunion que nous venons de tenir avec Madame la conseillère Elisabeth Maindombe au nom du ministre de la Jeunesse empêché. C'est une satisfaction pour la Fédération congolaise et de là nous rassurons le ministre de notre accompagnement dans tout ce qu'il est en train de vouloir faire pour la jeunesse congolaise et les soucis qu'il a pour que le ministre puisse réussir sa mission. Et cette feuille de route doit être mise en application pour éduquer la jeunesse congolaise et pour permettre la création d'emplois pour les jeunes. Et pourquoi pas aussi jouer le rôle de la sécurité dans notre pays, l'éveil patriotique. Une rencontre stratégique qui vise à mieux faire connaître ce document auprès des clubs et associations affiliés à l'UNESCO, mais surtout renforcer l'implication des jeunes dans sa mise en œuvre à travers des campagnes de formation ciblées et des actions sur le terrain. L'entretien a également permis de faire remonter certaines préoccupations des terrains et de proposer une collaboration structurée avec le ministère de la Jeunesse. La 3e édition du championnat de la Ligue nationale de loisirs du Congo a été lancée le week-end dernier sous le haut patronage du gouverneur du Haut-Katanga. Une compétition qui place le sport au service de l'unité nationale conformément à la vision du chef de l'État. La 3e édition du championnat de la Ligue nationale des loisirs du Congo a officiellement démarré ce samedi 23 août 2025 au stade Kibasa Madiba de Lubumbashi sous les hauts patronages du gouverneur AI du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. Placé sous les thèmes l'unité nationale dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette compétition portée par la Ligue nationale des loisirs du Congo dirigé par Roki Kayembe, veut faire du loisir un facteur d'unité et des rapprochements entre toutes les couches sociales. Venu représenter les gouverneurs empêchés, les ministres provinciaux des sports, Georges Kadinga, a donné les coups d'envoi de la manifestation aux côtés du maire AI de Lubumbashi, Patrick Afwimbi, en présence de plusieurs autorités politiques aux administratives. Sur le terrain, l'équipe du cadastre s'est imposée 2-0 face à la mairie de Lubumbashi, au terme d'une rencontre des galas disputée et applaudie par les publics. Le ministre provincial des Sports, Georges Kadinga, a félicité l'initiative et encouragé la poursuite de cette dynamique. À propos de l'organisation, c'est tellement marquant parce que ça concerne, c'est un championnat de la paix. Pour son excellence, monsieur le gouverneur de la province à l'intérim, Martin Kazembe Choula, nous l'encourageons de continuer avec le même élan de gouvernance. Et pour le président de la République, qu'il sache que toute la province du Haut-Katanga est derrière lui pour la paix et pour la lutte contre l'agression. Avec plusieurs entreprises et institutions engagées, ces championnats confirment son rôle, unir par les sports et bâtir un Congo fort autour de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a la charge de relever les défis politiques et sociaux du pays étant parti au pouvoir à raison de cet appel à l'unité lancé par l'honorable Teni Longondo, député national aux responsables et membre du parti présidentiel afin de privilégier la cohésion pour soutenir les actions du chef de l'État. Patrick Kachala et Jean-Pierre Ndolo Demazou ont signé ce Retour à l'unité au sein de l'UDPS, tel est le message qu'a lancé le député national Teni Longondo devant la presse ce lundi 25 août 2025. Ce haut cadre du parti au pouvoir UDPS a insisté sur la réconciliation des cadres et membres de ce parti présidentiel. Selon lui, l'UDPS ne pourra véritablement consolider ses acquis et soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que si ses membres arrivent à privilégier l'entente et le mieux vivre ensemble. Notre souhait est de voir le dirigeant de notre parti se mettre ensemble et réfléchir pour mettre fin à nos querelles. Je suis convaincu que si nous nous mettons ensemble et discutons, ce point de désordre sera levé.
et notre parti ira de l'avant dans l'arène politique pour bien accompagner le chef de l'État et mieux implémenter la vision de notre mentor à la personne de Papa Etienne Tshisekedi Wamolumba, d'heureuse mémoire. Il a par ailleurs ajouté que les querelles internes fragilisent non seulement la formation présidentielle, mais aussi le leadership du chef de l'État, car l'UDPS a la charge de relever les défis politiques et sociaux du pays en soutenant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Contrairement à ce que d'aucuns en ont pensé, la réorganisation du parti, loin d'affaiblir et de désunir, elle rassemble, énergise, fortifie et améliore. Ce plaidoyer pour la réconciliation interne intervient dans un contexte où plusieurs voix, tant au sein de l'UDPS que de l'opinion publique, s'élèvent pour demander un apaisement des tensions internes jugées préjudiciables à la stabilité du parti au pouvoir. La communauté Libala Mwinda de l'église catholique de Kinshasa célébrait son 42e anniversaire en la cathédrale Notre-Dame du Congo le week-end dernier. C'était au cours d'une messe dite par l'abbé Destin Bosonga. Yvette Makuntima pour le reportage. La foi, l'amour et l'engagement conjugal, une trilogie fondement d'une vie épanouie. La communauté catholique Libala ya Mwinda, qui signifie foyer des Lumières, a célébré ses 42 ans d'existence à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Dans son homélie, l'abbé Destin Bosonga a rappelé l'importance du sacrement du mariage, notamment face aux mutations socio-culturelles actuelles. Il a insisté sur la nécessité de renouer avec les valeurs négro-africaines tout en redonnant au mariage sa dimension humaine et spirituelle élevée par les Christ. Cette composante de l'Église catholique regroupe environ 600 couples mariés répartis en une trentaine de groupes dans la capitale et dans plusieurs provinces du pays. Elle s'est définie comme un cadre de spiritualité conjugale dédié à la préparation au mariage, à l'accompagnement des fiancés, appelé les cheminements, mais aussi au... Place à présent à la revue de la presse avec une sélection des différents sujets du jour avec notre confrère Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mardi 26 août 2025. Sud Kivu, l'armée dément la prise de la ville d'Ouvira par le 1-23, annonce info27.cd. Les forces armées de la RDC démontent les allégations et informations selon lesquelles la ville d'Ouvira, deuxième ville du Sud Kivu, serait déjà sous le contrôle des rebelles du 1-23. Dans une communication à la presse le lundi 25 août 2025, le porte-parole de l'armée secteur opérationnel Soukola 2, Sud Kivu, le sous-lieutenant Mboui Kalonji Rigen, rassure que les rebelles du 1-23 croupissent loin de la ville d'Ouvira. Ituri, les miliciens autodéfense déposent plus de 450 armes, constate vraie thématique. Plus de 450 armes de guerre ont été remises volontairement aux forces armées de la RDC par les miliciens du groupe armé autodéfense. 2 cérémonies symboliques ont eu lieu jeudi 21 août à Jaïlo et samedi 23 août à Mabanga dans la chefferie de Mabisa, territoire de Djougou dans la province de l'Ituri. Parmi l'arsenal récupéré figurent notamment 45 fusils d'assaut AK-47 et 2 mitrailleuses PKM. Le désarmement marque une étape importante dans les efforts de stabilisation d'une province meurtrie depuis des décennies par les violences des groupes armés. Ituri, plus de 4000 chèvres et moutons décimés par une épidémie depuis 2023, rapporte la référence plus. Une épidémie de peste de petits ruminants a déjà causé la mort de 4457 chèvres et moutons dans la province de l'Ituri depuis 2023, a annoncé lundi Fiston Kabaseke, chef de division provinciale de la pêche et élevage. Face à cette crise sanitaire animale majeure qui menace à terme la sécurité alimentaire et la santé publique, M. Kabaseke a lancé un appel urgent au gouvernement central ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers pour le déploiement d'une campagne de vaccination urgente.
RDC et Équateur, les enseignants de Mbandaka déclenchent une grève Les écoles publiques de la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, ont décidé de durcir le ton à l'issue d'une assemblée générale organisée le lundi 25 août par l'intersyndicale des enseignants de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté. Ils ont voté à l'unanimité l'entrée en grève à partir du 1er septembre 2025, date officielle de la rentrée scolaire. Les enseignants réclament entre autres la mécanisation et le paiement des enseignants nouvelles unités, ainsi que des enseignants déjà mécanisés mais non rémunérés et l'augmentation des salaires à hauteur de $417 américains par mois. Fin de ce journal, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. 3 morts, c'est le bilan de l'incendie survenu au marché de Lupène causé par les mauvais circuits électriques dans la nuit du lundi 25 août 2025. Et bientôt, la province du Sankourou sera dotée d'un aéroport moderne. 600 premières tonnes